Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Délivrez-vous qui rentre chez vous. Délivrez-vous pour célébrer ce que Roland Barthes aurait appelé le plaisir du texte. Je m'en vais ouvrir cette émission avec la rubrique Temps Poème. Parole d'homme. Et nous sommes debout maintenant. Mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme, et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence. Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde. Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer. Et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction, immobilisée au coin de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule, et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement sans limite. Parole d'homme est un poème d'Aimé Césaire pris dans l'anthologie négro-africaine que vous pouvez trouver dans les librairies de la place. Et maintenant, place à la biographie de mon invité, l'écrivain, l'illuminé, Pierre Clitandre. Né le 20 mars 1954 à Port-au-Prince, Pierre Clitandre a fait ses études primaires au collège Jean-Marie Aubert de la Menaye. Entamant le cycle secondaire au collège Westel Pierre-Louis, il le termina au collège Jean-Pras-Mars. Ayant passé 2 ans en psychologie à la faculté d'ethnologie, il a dû abandonner à cause de son exil en 1980. Il a suivi des cours d'histoire de l'art et de peinture à l'Académie des Beaux-Arts. Son talent de peintre a été découvert par Bernard Séjourné, avec lequel il a travaillé à son atelier Ciseaux-Bois-Vernat. Il en a profité pour parfaire sa technique avec le grand maître de l'école de la beauté en Haïti. Durant son exil à New York, il a continué à étudier l'histoire de l'art au Brooklyn College et à fréquenter tous les musées de Manhattan et les galeries d'art. Rédacteur en chef du Petit Samedi Soir, hebdomadaire indépendant sous le régime de Jean-Claude Duvalier, jusqu'à son exil en décembre 1980. Pierre Clitandre continue son activisme journalistique à New York. Il collabore à Haïti Observateur, fonde Haïti Demain Hebdo. Il retourne en Haïti en mars 1986 dans le même avion qui ramène à Port-au-Prince l'ex-président provisoire Daniel Fignolet. Nommé directeur du journal d'État L'Union, il laissa encore le pays après le coup d'État militaire de 1991. Pierre Clitandre a publié Cathédrale du mois d'août aux éditions Fardin, Port-au-Prince, Syros, Paris et Readers International, Londres. 20 Soleil, édition Mémoire, La Maison des Surprises, édition Publitex, Simbi Androgène, prix Barbancourt 2016. Depuis 2005, il a transformé sa maison natale en une bibliothèque très fréquentée à Carrefourfeuille. Après le tremblement de terre de 2010, il a entrepris la reconstruction de la bibliothèque dans un espace plus vaste dont le premier étage sera réservé aux arts et à la littérature et le second étage en phase de finition contiendra des livres scientifiques. Élevé parmi les privilégiés, mon vieux n'a jamais voulu publiquement se mêler au vaudou. Mais quel Haïtien n'a pas ça dans le sang? Car
Depuis que le nègre Jean-Baptiste Vixamar, qui s'était tranché une veine du cou durant la cérémonie du bois Caïman en 1791, possédé par Ogun, nous avons une grande dette envers ce culte. De celui qui s'était sacrifié pour la survie du groupe, l'école du mensonge a fait du don de sa vie un cochon. On répète l'histoire de la bête dans toute notre historiographie. Il faut faire comme l'ancien maître et ses nuances de langage au sujet du cochon. Peut-être que mon vieux n'avait jamais entendu parler du nègre Jean-Baptiste Vixamar, le récit du père. Pierre Clitande, publié chez C3 Éditions. Pierre Clitande fait son deuxième passage sur le plateau des Livrez-vous. Et quelle découverte quand nous apprenons que dans la cérémonie du bois Caïman, ce n'est pas un cochon qui aurait été sacrifié, c'est un homme, un nègre, le fameux Vixamar. Pierre Clitande, bienvenue pour la deuxième fois sur le plateau des Livrez-vous. Bon, je remercie d'abord aux auditeurs et auditrices et téléspectateurs ou téléspectatrices de l'émission. Je suis content parce que je suis honoré aussi de participer pour la deuxième fois à votre émission et je vous félicite pour les succès que vous avez pu engranger pour l'émission. Je vois que ça progresse. Entre-temps, c'est vrai qu'on a dynamisé le concept, oui. Mais au début, là, tout en liminaire, j'ai osé te présenter comme un écrivain illuminé. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Ok, pour ma défense, ce que je peux dire, c'est que il y a certes des écrivains qui sont des illuminés. On ne peut pas parler d'écriture sans parler d'illumination, qui est aussi un aspect de l'inspiration. Ce que je veux dire, il y a des poètes qui sont des poètes illuminés. On dit que ce sont des poètes illuminés comme Rimbaud, Rimbaud qui est présenté comme le grand poète illuminé, mais qui ne connaît pas le bateau ivre de Rimbaud et qui s'enivre ou qui s'illumine de ce grand texte qui est resté un texte standard dans la littérature universelle. Bon, ou les chants de Maldoror. Ou de Lautréamont. Ouais. Donc ça veut dire que je pense que l'illumination, ce n'est pas dans le sens mystique du terme. L'illumination, ce serait dans le sens de la réception de l'ensemble de messages et que l'écrivain reçoit dans son cabinet en travaillant. Et les messages peuvent être des messages qui ne sont pas généralement rapidement ou automatiquement compris par la majorité des lecteurs ou par le public. Mais finalement, on a fini par comprendre que de Léonard de Vinci, en passant par les écrivains connus jusqu'à des musiciens comme Mozart, arrivant jusqu'à notre période moderne, eh bien, les arts, c'est un domaine de relation entre l'homme et des entités beaucoup plus évoluées. Ouais, j'aime beaucoup le principe des entités. L'écrivain comme créateur de sens, l'écrivain comme travailleur du langage, il est donc en connexion avec quelques zones du cosmos. Ce serait ça l'idée? Oui, l'idée c'est ça, parce que je pense que nous ne sommes pas seuls sur la Terre. Et il y a des civilisations qui ont expérimenté ces relations entre les hommes et d'autres entités beaucoup plus supérieures que les hommes qui ont vécu sur la Terre. Donc, ce n'est pas notre modernité technologique qui viendrait mettre un frein à tout ça, au contraire. Moi, je pense que tout ce que nous sommes en train de développer là, dans la modernité, sur le plan technologique, le petit téléphone, le portable, le laptop et un ensemble de choses. Et ce sont des choses qu'on a mis en circulation sur le plan commercial. Mais il y en a d'autres qui sont maintenues dans des endroits très secrets, qui sont beaucoup plus élaborés. Et donc, toujours des techniques pour communiquer, pour échanger, pour entretenir du lien. Yeah. Et le récit du père, c'est donc ton dernier pain là, bien chaud là, qui vient de sortir de ta boulangerie. C'est le dernier qui est paru chez C3 Éditions. Et tu nous dis, 2018. Tu nous dis qu'en 1791, durant la cérémonie du bois Caïman, tu as bien détaché le mot Caïman, donc la cérémonie a eu lieu chez Caïman. Voilà, Caïman.
Et tu dis qu'il n'y a pas eu de sacrifice de cochon, que c'était un nègre, Jean-Baptiste Vixamar, qui s'était tranché une veine du cou. Est-ce que c'est vrai tout ça? Tu bouleverses les données officielles de l'histoire d'Haïti. Oui, c'est ça. Mais le travail du chercheur, c'est bien ça. C'est de pénétrer à l'intérieur d'un ensemble d'acquis, à un ensemble de données qu'on a fini par accepter et de trouver vraiment la vérité. La vérité, je ne l'ai pas trouvée moi-même, je ne suis pas un grand chercheur, mais à travers des contacts que j'ai eus avec des amis, avec des chercheurs qui ont beaucoup planché sur le sujet, eh bien, beaucoup de chercheurs ont laissé croire qu'il n'y avait pas vraiment cette histoire de cochon dans la cérémonie du bois caïman. C'est un homme qui vivait au Cap Haïtien. Il avait aux environs de 34 ou 35 ans. Et il s'était donné en sacrifice pour la libération de ses frères et enchaînés dans l'esclavage. Alors, il a décidé, mais vraiment, de sauter la vie parce que ce sacrifice-là était indispensable pour le succès des luttes révolutionnaires. Bon, il était là, il a participé à la cérémonie. Mais pendant sa participation à la cérémonie, il a été, comme on dit, monté par le roi Ougou. Donc, il s'est donné en sacrifice, mais si on est monté par un roi, ça veut dire qu'on est monté par un roi qui a des caractéristiques bien spécifiques. Comme le roi Ougou, c'est le roi guerrier, c'est le roi de la guerre. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont bu son sang, tous ceux qui ont mangé sa chair, eh bien, ont intériorisé à l'intérieur de leur corps et à l'intérieur de leur énergie la force d'Ougou. Attends, tu es en train de nous dire que quand Vixamar s'est tranché la gorge, les esclaves qui participaient à la cérémonie ont bu son sang. Oui. Mais ce n'est pas une tradition haïtienne, ce n'est pas spécifiquement haïtien. Par exemple, quand on parle de Mayflower, le bateau là qui avait transporté des Européens. Et là, en Europe, il y avait beaucoup de calamités, il y avait beaucoup d'épidémies, de maladies. Eh bien, il y avait beaucoup d'Européens qui avaient pris un bateau qui s'appelle le Mayflower et pour rentrer aux États-Unis d'Amérique. Mais arrivé à un certain moment donné, le voyage était tellement long, eh bien, il n'y avait plus de nourriture et d'eau. Mais il y avait parmi eux des personnes qui s'étaient données en sacrifice pour la survie du groupe. Et là, les autres sur le bateau ont dû les manger, quoi. Oui. Maintenant, tu dois accepter de te donner. Pour la cérémonie du bois caïman, est-ce que les esclaves avaient mangé la chair de Vixamar aussi? Oui, est-ce que nous avons ces informations-là? D'après les chercheurs, le cannibalisme n'est pas un fait haïtien. Le cannibalisme est un fait de toutes les civilisations. De toutes les civilisations. Maintenant, dans notre espace moderne, dans le temps moderne, il y a d'autres formes de cannibalisme qui sont beaucoup plus élaborées. Dans le sens qu'on a fini par comprendre le sang dont on parle. Ce n'est pas parce qu'il y a une mauvaise interprétation dans la Bible. Quand on dit, quand Jésus, entre guillemets, aurait dit, je dis bien entre guillemets, quand Jésus aurait dit buvez mon sang et mangez ma chair, eh bien, on a très mal interprété cela en Haïti et on a pensé que c'était la chair qui circule, et le sang qui circule à l'intérieur vraiment du corps, et la chair que vous voyez. La chair de l'homme. C'est le cannibalisme pur. Mais dans un sens beaucoup plus élaboré. Et le sang, c'est le soleil, et la chair, c'est les productions de la terre créées par le soleil. Donc là, c'est une nouvelle herméneutique pour saisir la parole du Christ. Mais je reviens maintenant au récit du disparu. C'est un roman qui vient donc d'une disparition. Nous sommes en 1982. Pierre Clitande est à New York en exil et reçoit le coup de fil fatidique, le coup de fil qu'un homme doit quand même recevoir dans sa vie. Ton père,
on n'a pas retrouvé son corps, il ne serait pas mort, ton père a disparu. Oui, oui, oui. Et jusqu'à présent, ton père est porté disparu. Oh, oui, jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, en 1982, pendant que j'étais à New York, je suis exilé en 1980. Donc, Exilé par Baby Doc. Par Baby Doc, par Jean-Claude Duvalier, oui. En 1980, donc après avoir passé 5 jours au caserne des Salines, après avoir été battu. Ah, il t'avait arrêté et battu? Oui, j'ai été arrêté, frappé au caserne des Salines par la police politique de Jean-Claude Duvalier. Et j'avais été interrogé aussi par Jean-Benoît Valmé et Emmanuel Orcel. Et j'ai été vraiment jaqué, vous savez, ce truc-là qui vient de l'esclavage, vous n'avez pas la possibilité de bouger et on vous frappe aux fesses. Bon, je n'ai pas été frappé beaucoup, mais quand même, les 5 ou 6 coups de bâton que j'ai pris, c'était vraiment, des coups de bâton, vraiment horrible. Sérieux, ouais. Et j'avais résisté pendant un certain nombre de temps pour ne pas crier, mais au 3e coup de bâton, je n'ai pas pu tenir. Je n'ai pas pu tenir. Tu sais ce qui me fascine, c'est que ce que je ne comprends pas, Pierre, nous sommes en train de rire de ça, quoi. Mais oui, bon, j'ai fini par comprendre que il faut ironiser. Mais pourquoi ils t'ont arrêté les Macoutes? Bon, je dirais que j'étais dans la maison de Jean Obéra et j'étais venu chercher Jean Obéra, qui était le reporter le plus connu et du samedi soir à l'époque. Mais j'étais à sa maison. Et comme à l'époque, on était un tout petit peu très... effronté. Contre les Macoutes et effronté. Et j'ai demandé à ces personnes qui étaient venues, est-ce qu'il y a un mandat? Est-ce qu'il y a un mandat pour l'arrestation de notre ami? Et à l'époque, vous comprenez, un mandat, c'était beaucoup demandé, c'était trop demandé. Ah non, tu as demandé à des Macoutes, à des Barbares, s'ils avaient un mandat. Il y a un mandat d'amener. Donc, ils ont profité de m'emmener dans la Peugeot, et depuis la Peugeot, on a commencé par me frapper à la tête et arrivé jusqu'au caserne des Salines. On a continué avec des frappes et des tortures. Donc on a passé 5 jours au caserne des Salines et après des interventions d'organismes de droits humains, tant sur le plan national qu'international, eh bien on a dû nous libérer et c'est l'exil, je crois aux environs du début de décembre 1980. Et donc en 82, ton père... En 82, pendant que j'étais en exil, essayant un peu de m'adapter très difficilement en exil. Bon, il y a quelqu'un qui m'appelle de Port-au-Prince pour me dire que mon père est porté disparu depuis 1 mois. Il n'est pas revenu à la maison. Donc on est en train de faire des recherches. Et si je peux faire quelque chose de mon côté, eh bien bon, ce serait bon pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Mais je ne pouvais pas rentrer en Haïti. Ouais, carrément. Donc j'ai dû appeler quelques officiels du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur à l'époque, M. Lafontaine, Roger Lafontaine. Et il m'a dit qu'il va me rappeler dans peut-être 5 ou disons peut-être 1 semaine. Il m'a rappelé vraiment, après avoir parlé et ri un peu au sujet de mes déboires au caserne des Salines et de mes coups de bâton. Il m'a dit que, bon, pour l'affaire de mon père, ce n'est pas une affaire politique. Donc, je lui ai dit, mais si ce n'est pas une affaire politique, c'est quoi? Il a dit, Pierre, je ne peux pas trop rester. Je vous ai dit, d'après les enquêtes que nous avons faites, et que ce n'est pas une affaire politique, je dois m'en aller. J'allais lui poser une autre question et j'ai entendu le téléphone et raccrocher. Donc, j'ai passé un bon nombre de temps. Donc, jusqu'à présent, tu ne sais pas pourquoi. J'ai passé un bon nombre de temps à New York à oublier un peu cette histoire. Ouais. Mais quand je suis entré en Haïti, vivant dans la maison, je me suis dit, voilà, je dois essayer de faire tout ce qui est possible pour retrouver son parcours. Si je ne trouve pas des réponses objectives sur mon enquête, entre guillemets, je dois au moins trouver quelques pistes symboliques qui me permettent de savoir
au moins qu'est-ce qui est arrivé. Et c'est là qu'intervient un peu ce roman. Est-ce que c'est pour raviver la mémoire de ton père? Est-ce une façon de le retrouver, ce père disparu? Oui, il y a ça. Il y a mon père physique qui a porté disparu. Mais je crois qu'en Haïti, il y a un problème, le problème du père assassiné de notre histoire. J'ai pensé à ça aussi en écrivant ce roman. Donc, il y a mon histoire dans ce roman, mais si on va un tout petit peu beaucoup plus loin, on fait une lecture beaucoup plus générale et historique, on va retrouver la quête du père en Haïti. Ouais. Parce que nous avons été pendant un bon nombre de temps maternisés, entre guillemets. Ouais. Maintenant, il nous faut trouver un certain équilibre entre le principe féminin et le principe paternel. Et le principe paternel, c'est le principe de l'ordre, le principe de la discipline, le principe de la force. Le principe et c'est bien de réconcilier ces deux figures. Pierre Clitande, le récit du disparu, publié chez C'est Toi Éditions, est notre invité. Le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Un peu superstitieux, j'ai toujours dormi avec un verre d'eau posé sur la céramique près de ma tête. On raconte que c'est une vieille manière d'arrêter, oui, avec une corde, le songe. Mais plus concrètement, c'est une façon de vaincre mes insomnies. Quelle est la place de la superstition dans la vie des Haïtiens? Qu'est-ce que ça veut dire, dormir avec un verre d'eau posé sur la céramique près de sa tête pour soi-disant se protéger ou bien pour combattre les insomnies? Bon, et voyons ça sur le plan, je dirais, scientifique, entre guillemets. Parce qu'il y a 4 éléments. Il y a la terre, il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air. Donc, on peut se servir avec un de ces éléments. Et cet élément-là a un certain rapport à voir avec l'état dans lequel vous êtes. Par exemple, dans le sommeil, c'est l'eau. Dans le sommeil, c'est l'eau. Donc, si tu utilises un verre d'eau, d'après ce que j'ai lu dans quelques livres, et comme je vous parle là, je ne suis pas vraiment trop superstitieux et intégré d'après ce qu'on rapporte et d'après ce que l'opinion publique pense de moi. Je ne suis pas trop intégré dans les affaires mystiques ou mystérieuses. C'est vrai, on te prend pour un grand mystique, en effet. On te considère comme ça. Mais j'ai beaucoup de livres que je lis. Mais, tu connais ce monde? C'est un monde que je ne connais pas, dans le sens physique et réel du terme, mais dans le sens, je dirais, peut-être d'un certain vouloir de connaître la réalité haïtienne. Parce qu'on ne peut pas connaître la réalité haïtienne sur le plan simplement physique, politique, économique, sans oublier notre histoire. Notre histoire a été construite à partir d'un grand mythe. Ouais. Un grand mythe. Notre histoire est pétrie d'éléments métaphysiques. Et même les éléments qu'on dit être des éléments dans le vaudou, qui sont des éléments dits mystiques, ce sont des éléments qui sont dans la réalité physique aussi. Voilà qu'on est en train de découvrir qu'il y a beaucoup de richesses dans notre sous-sol. Et quand il y a beaucoup de religions dans un pays, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de choses cosmogoniques entre notre corps. Ouais, ça fait une cosmogonie très riche. Il y a un certain lien avec l'espace physique. Mais le verre d'eau sur la céramique, Pierre Le verre d'eau sur la céramique, ça me permet. C'est individuel, mais je l'ai lu quelque part dans un livre. Ça permet de capter le rêve, de capter l'énergie. Ça permet aussi de baisser le feu que tu as à l'intérieur de toi-même et qui permet justement de se rappeler d'un rêve
Parce que le rêve, c'est extrêmement important dans la vie d'un homme. C'est une grande thérapie. Ça te permet de comprendre les vérités que vous êtes en train de vivre dans la réalité concrète de la vie de tous les jours. Et le roman, le récit du disparu, est parcouru d'un ensemble de rêves. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup de rêveries, et tu as très peu de personnages ayant du relief. Tu as le narrateur, c'est comme une voix qui traverse, mais vraiment toute ta pagination. Tu as le personnage qui s'appelle Sénou, la jeune femme qui s'appelle Judy. Ça crée un peu la trilogie de personnages que tu as. Mais Sénou, il est particulier, lui. Il est un homme dans la trentaine raide. Au premier coup d'œil, il reconnaît le pèlerin. Nous sommes à Sodo. Il est impossible de ne pas le suivre, car ça s'impose à vous comme de la colle de cordonnier. Il me dit sans un détour, cela fait des années que je suis dans le diable. Oui. Comment peut-on être dans le diable, Pierre oui. Clitandre? Et c'est qui le diable maintenant? Oui, c'est parce qu'en Haïti, il y a une conception dichotomique entre le bien et le mal. Il y a le diable, il y a le bon Dieu, il y a le bien, il y a le mal. Mais dans la réalité concrète de la vie, il y a des synthèses entre les éléments. Et le diable là, dont il parle, ce n'est pas le diable du christianisme. Et tu l'as dit, c'est pas la créature tombée dans le feu avec ses ailes, son odeur de soufre et ses ongles. Oui. Et dans cette iconographie-là, dans cette image, vous voyez que le diable dont on parle, ça a des ailes, et c'est un personnage qui est noir, c'est un nègre qui est tombé dans le feu. Et l'autre, il a une lance à la main. Il est blanc. Et il est blanc. C'est ce que les croyants haïtiens n'arrivent pas à comprendre. Le diable est noir et Dieu est blanc. Oui. Et nous tombons en enfer, c'est l'esclavage et autres choses qui nous arrivent. Et l'autre, il construit sa civilisation sur la force de l'accablement du nègre tombé dans le feu. Les gratte-ciels de Manhattan. Bon, c'est pour vous dire que le diable dont il parle, c'est des entités de famille, des esprits, comme on les appelle. Parce que tu as rapporté un propos du professeur Emmanuel Buteau, qui a fondé le collège Les Normaliens Réunis. Il dit, le diable, c'est un esprit de la famille. Il la protège et on le sert en lui apportant du gâteau. Je connais beaucoup d'amis qui sont francs-maçons et qui font des sacrifices avec le gâteau, en effet. Une fois, j'ai été voir un copain qui est franc-maçon et chez lui, il faisait des libations, il me disait, et il jetait du gâteau vraiment sur un réchaud. Du coup, je me suis dit, pourquoi le parti pris du gâteau? Pourquoi le gâteau est aussi important dans ce système ésotérique? Bon, je n'ai pas une réponse directe, mais je peux dire que j'ai toujours entendu parler du rôle, je dirais, mythologique ou rituel du gâteau dans une cérémonie. Peut-être que c'est à cause de la forme du gâteau, de la composition du gâteau, ou le fait de découper le gâteau, ça donne une perception du partage d'une nourriture. Donc, je n'ai pas vraiment trop de détails sur le gâteau sur le plan ethnologique du terme. Mais je pense que le gâteau joue un rôle extrêmement important dans la tradition haïtienne du partage, des cérémonies, des rituels et autres. Mais et en même temps, pour les grandes fêtes, le gâteau est là. C'est pas seulement en Haïti, il faudrait lire aussi Mircea Eliade, un grand écrivain qui a beaucoup écrit sur les rites à travers les rituels à travers le monde. Mircea Eliade, il a beaucoup écrit sur le gâteau aussi. Carrément. Et après, ton personnage qui s'appelle Judy, c'est une femme qui est d'une liberté effarante et troublante. Alors, j'ai ressenti mon sang faire un brusque détour. C'est le narrateur qui parle. Parce que Judy vient de dire, maintenant je suis ta chienne et tu es mon chien. Viens me salir la jambe avec la tige enflée. Et ton narrateur dit, je me suis plaqué contre elle pour l'immobiliser. Mon pantalon était tombé à mes chevilles. Elle m'a mordu l'épaule, là où la poudre du boko était tombée sur moi. J'ai eu crainte que sa bouche n'ait été contaminée. Elle semblait compter les chats que je portais, la pomme d'Éden, le métier de Marie-Madeleine, le cochon de bois caïman, la vie mal cachée de la perpétuelle secours. Judy s'est mise à genoux dans l'eau,
plié sous mon poids. J'ai envoyé ma pipe sur ma serviette. J'étais comme sur le dos d'un animal ailé. Là, nous sommes dans une description d'une scène érotique magnifique. Ouais. Mais je dis, mais quelle liberté. Mais l'association des éléments, pomme d'Éden, le métier de Marie-Madeleine, le cochon de bois caïman, le vice mal caché, nous sommes là dans la rencontre de plusieurs cosmogonies. Une cosmogonie, oui. Une cosmogonie de civilisation. La civilisation chrétienne, les conceptions que nous avons en Haïti dans le vaudou. Et le métier de Marie-Madeleine, c'est la prostitution? La prostitution, c'est ça. Donc Marie-Madeleine était une prostituée. Oui, mais c'est connu, c'est connu, et qui a été pardonné par notre ami Jésus. C'est notre bon copain. Oui. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment grande divergence. Un principe unique dans les croyances. Les croyances, ça se partage suivant les cultures des pays. Il y a un système syncrétique derrière. Mais il y a un élément important qui est fondamental, et le rapport entre le sexe et la cosmogonie. Le rapport entre ce que nous avons à l'intérieur de nous, qu'on appelle l'ADN, qui est, d'après la Bible, qui est le serpent ancien. C'est la forme de l'ADN que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est l'ADN qui nous permet de recevoir des énergies, des informations qui viennent de l'extérieur. C'est l'ADN qui nous permet justement de nous communiquer là maintenant. C'est l'ADN qui nous permet justement d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a de ma mémoire ancienne, de la mémoire ancienne de mes parents et autres, il y a un héritage pour l'écriture. Donc, l'ADN permet justement de faire toutes ces connexions-là. Et toujours dans ce principe de communication, tu dis, ce type ne pouvait se servir d'un cellulaire. Et l'autre répond, il se communique par une manière plus sophistiquée, ce qui rend le contact possible. Le hareng et la patate. Oui. Comment peut-on communiquer avec le hareng et la patate? Attends Pierre, tu es en train de dire, toi tu es à Carrefourfeuille, moi je suis à Babiole. On peut communiquer sans téléphone avec de l'hareng et de la patate. Non, mais là nous sommes dans le domaine d'une cérémonie. De l'imaginaire. Ok. Alors j'ai choisi. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Peut-être que ce choix n'est pas un choix, je dirais, hasardeux, mais j'ai fait un choix parce qu'il faut mettre un peu à l'intérieur du texte des éléments qui peuvent être folkloriques, entre guillemets, juste pour avoir de la couleur locale à l'intérieur du texte. Mais j'ai fait un choix entre l'hareng et la patate, parce que j'en ai parlé avant. Dans un chapitre avant. Quand c'est nous avait demandé à sa femme de l'hareng et de la patate. Donc c'est pour maintenir le rythme et pour pouvoir maintenir la structure du roman. Donc, mais à un moment, tu n'es plus là-dedans. Là. À un moment, tu dis, Judy alluma sur sa table une bougie bleue. Elle me révéla qu'elle s'est vue dans une bataille avec une autre femme, une blanche, précisa-t-elle. Elle circule dans une voiture avec un acronyme noir, un véhicule qu'on voit partout. Elle se croit la plus élégante et la plus éduquée. Elle habite au Mont Calvaire. Mais quand elle veut régler ses choses, c'est dans le diable qu'elle cherche sa route. Oui. Mais c'est la grande hypocrisie que nous avons dans la société haïtienne. On dit qu'il y a d'un côté les riches et les gens qui sont très cultivés, qui n'ont aucun rapport à voir avec la culture populaire. Or, ce n'est pas vrai. Donc, tu penses qu'il y a... La réalité concrète, il y a des liens. Tu penses qu'il y a les grandes richesses, il y a de grandes richesses dans ce pays qui sont liées justement à ça. À des sacrifices, à des cérémonies mystiques, à des relations avec, des allégeances. La culture profonde du pays. Mais tu ne dirais pas à des allégeances au diable. Non, mais le diable... Tu as vu les guillemets? Oui, c'est vrai. Mais le diable n'existe pas. Pour moi, c'est un élément qui est à l'intérieur de chaque personne. Mais si le diable n'existe pas... Tu l'as à l'intérieur de toi et moi, je l'ai à l'intérieur de moi. Mais si le diable n'existe pas, Pierre, Dieu non plus alors? Parce que Dieu est en crise, il n'y a pas le diable. Oui, mais il faut à Dieu un adversaire pour exister. Bon, nous sommes dans la binarité des choses. La binarité, nous n'avons pas encore dépassé le stade de la binarité. Pour vous dire que voilà, le bien se trouve là, le mal se trouve là. Dieu se trouve là, le mal se trouve là. Voilà. Mais on n'est pas encore arrivé à la synthèse. Mais on est dans une période où on doit
et comprendre que le positif, on a besoin du positif, on a besoin du négatif aussi. Cette lumière que nous voyons n'est allumée que par la synthèse qu'il y a entre l'élément négatif et l'élément positif qui fait allumer la lumière. Et toujours dans ce cadre des rencontres d'énergie, tu dis là où tu travailles, quelqu'un qui travaille par exemple à Radio-Télévision Caraïbe, tu dis là où tu travailles, tu consommes l'énergie de l'endroit et tu la transmets à ta descendance. C'est vrai. Donc celui qui bosse à Radio Caraïbe, il consomme l'énergie de Radio Caraïbe et il transmet cette énergie à sa descendance, à ses enfants. Donc si l'énergie est mauvaise, qu'est-ce qui se passe? Quelle énergie mauvaise? Si l'énergie qui circule au sein de Radio Caraïbe, l'énergie qui circule à Vallée-aux-Canettes, à Kassami, je sais. Si l'énergie est mauvaise, est-ce qu'on va transmettre une mauvaise énergie à notre descendance? Oh ben, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que notre devoir, pratiquement notre devoir, c'est de faire évoluer l'humanité d'une situation, je dirais, chaotique ou désordonnée ou pas tellement bien élaborée à une certaine élévation. Et c'est pour ça qu'il y a de génération en génération. La génération qui vient après doit dépasser la génération avant avec de meilleures connaissances, avec un savoir beaucoup plus élaboré. Mais toi, tu penses très sincèrement que nous consommons l'énergie de tous les endroits que nous fréquentons? Oui, mais si toi, tu dégages une énergie positive, même si dans l'environnement, il y a une énergie négative, eh bien, tu dois transmettre l'énergie positive à ta descendance directe. Carrément. J'ai un exemple très concret devant moi, ma fille qui est docteure en littérature. Je pense qu'elle a beaucoup appris de moi. Et tout ce qu'elle écrit là actuellement, c'est des choses vraiment extraordinaires sur des thèmes vraiment intéressants. Elle s'appelle comment ta fille? Nadège Tanit Clitandre. Nadège Tali Clitandre. T-A-N-I-T-E. Ok. On salue Nadège Tanit Clitandre qui suit cette émission à New York. Salut Nadège. Donc, je pense qu'elle a beaucoup appris de moi, dans les musées. Et moi, ce que j'ai appris de toi dans ce livre, c'est un nouveau mot, un mot africain, le mot kwaku, qui signifie femme au vagin chaud. Mais qu'est-ce qu'une femme au vagin chaud? Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une nymphomane, pour être beaucoup plus clair. C'est quelqu'un qui n'est pas toujours satisfaite sexuellement, de sexuel, qui en veut toujours un peu plus. Et ça s'appelle une kwaku chez les Africains. Oui, chez les Africains, on les appelle kwaku. Mais c'est un terme qu'on peut utiliser aussi juste pour pouvoir arrêter les pulsions les pulsions de la femme sur le plan sexuel. Parce que ça capte beaucoup d'énergie. Hein. Ah bon? Et tu dois retenir aussi ton énergie, tu dois te sauvegarder aussi. Dans l'acte sexuel, tu dois sauvegarder son énergie. Mais tu penses que l'acte sexuel, c'est une activité qui prend de nous... C'est pas un partage absolu. C'est pas un partage absolu. Hein. Et toi, tu donnes beaucoup comme énergie de créativité. Et elle reçoit beaucoup. Elle reçoit beaucoup plus que vous. Mais de votre côté, tu dois pouvoir... Mais tu ne penses pas que des fois, c'est... nécessaire pour pouvoir garder un peu de ton énergie. Ouais. Même ton intellect peut être avalé par ce récipient. Bien, ça s'appelle le fou rire. C'est la première fois que j'ai un fou rire à l'émission. Non, mais l'intellect peut être avalé. Oui, carrément, par le récipient. Donc, il faut se maintenir. Il faut se maintenir. Mesdames et messieurs, qui l'eût cru? Je suis dans un fou rire pas possible. Le récit du disparu est sur le plateau. Délivrez-vous. C'est toi, édition, pilote la caravane. Le temps de votre deuxième respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe
que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le titre du chapitre s'appelle « L'apparition sur Flatbush Avenue ». Malgré le temps et ses épreuves, elle tient encore à préciser l'avoir vue en l'année 1984 à l'angle de Cortelyou Road et de Flatbush Avenue. Nous nous promenions pour admirer les belles choses des magasins de cette avenue de Brooklyn. On voulait respirer un peu et voir la vie s'animer en ce quartier habité en grande partie par des émigrés antillais. La petite toube familiale léchait les vitrines, s'éblouissait de couleurs vives, contemplait meubles et jouets et voulait sans manque du poulet frit de Kentucky. Ce n'était pas le bel agencement des tons et le luxe fastueux de la 5e avenue à Manhattan. Mais là, sur Flatbush Avenue, le créole qu'on entendait à chaque porte disait que le monde des Antilles s'exposait gaiement dans ses parfaites authenticités. Je la surveillais, ma petite tourbe, à peine arrivée à New York, pour qu'elle ne disparaisse le temps d'un vent inattendu ou de la sirène turbulente d'un camion de pompiers. Alors, je l'ai vue sourire. Je pensais que ma première fille aurait vu un prestidigitateur en face. J'ai porté mon regard dans la direction soupçonnée. Il n'y avait rien. Le sourire continuait. Je lui ai donc demandé « Qu'est-ce qui te fait tant sourire ?» Regarde en face. Quoi? Il me fait un geste de la main. Où ça, là? Sur le trottoir. Il est encore là? Il porte un chapeau noir. Je n'ai rien vu. Il me fait un geste des doigts. Alors, la petite tourbe s'est tournée vers nous. Je n'ai voulu rien dire. Parmi vent et autres taxis, une voiture de police avec sa sirène d'urgence est passée. Ma fille m'a dit « Il n'est plus là. Je ne vois que son chapeau. Il reste suspendu en l'air. » J'ai secoué son épaule. « Tu dors pas? » Le chapeau est tombé sur le trottoir. Quoi encore? Une femme l'a ramassé. Et puis, elle a les yeux trop bleus. Elle laissait sur sa tête. Elle se regarde dans la vitrine pour voir si ça lui va. Alors, elle est rentrée dans le magasin de parfums. Quoi encore? Quelqu'un portant une livrée rouge lui a ouvert la porte comme pour lui dire avec une élégance, un excès d'élégance, « Entrez, madame ». 32 ans plus tard, je suis revenu sur les lieux, corner Flatbush Avenue et Cortelyou Road. L'environnement n'a pas changé, mais sous l'influence de nouveaux investissements immobiliers, la zone paraît moins bariolée. J'arrive au moment où on ne peut pas dire officiellement que la mondialisation s'essouffle. Elle affaiblit les pays qui ont cru à l'ouverture des marchés. Les immigrés retombent dans l'angoisse des déportations massives. La police électroniquement mieux équipée veille au grain. Dans les conversations, on évoque l'histoire du mur. Il nous paraît, avec le vacarme au sujet de l'immigration, que l'année 2016 est le dernier carnaval caribéen à Eastern Parkway. Maire et gouverneur de New York déclarent et sauvegarder des acquis. La guerre d'une suprématie est par contre rudement déclarée. Je laisse Flatbush Avenue avec le sentiment que mon vieux, intrigué par les caméras de surveillance installées partout, ne fera plus son coup magique. Nous sommes donc toujours dans la pagination du dernier roman de Pierre Clitande, Le récit du disparu. Nous sommes sur une séquence où le père du narrateur, qui disparaît en 1982, on ne sait pas où il est, le narrateur est maintenant à New York avec sa fille, et la fille qui lui dit « Voici que grand-père est en face ». Ça crée donc de la pagaille, et jusqu'après, cette fille devient docteur en littérature. Elle dit « Grand-père était très élégant, il avait une canne au bras, je riais parce qu'il faisait tourner sa badine comme une roue lumineuse ». Oui. Est-ce que nos morgues sont toujours avec nous, quelque part, dans les coins de rue? Est-ce que les gens qui nous ont marqués existent toujours? Je ne peux pas répondre directement pour dire que oui.
ces entités qui nous ont laissés existent. Mais je crois savoir que il y a des énergies qui ne se perdent pas, comme l'a dit un grand scientifique. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Donc il y a des transformations qui peuvent être faites à partir du pourrissement du corps de l'homme et même de l'électricité qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Non, mais je n'ai jamais compris ça, ce qui est arrivé à ma fille. Est-ce que c'est du merveilleux? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent à d'autres personnes? Elle avait quel âge à cette époque? Elle avait 12 ans. Mais en écrivant le texte, je lui ai appelé pour lui dire, est-ce qu'elle se rappelle vraiment de cette scène, de cet épisode? Alors, elle m'a dit oui, que jusqu'à présent, je vois l'image du père qui était très élégant et qui avait une badine, à la main et qui était debout devant un magasin de parfums. Voilà, carrément. Mais la scène qui m'a troublé est la suivante. 2 hommes travaillaient à restaurer un escalier d'une maison. L'un d'eux, un immigré de l'Inde, m'a vu. Il s'est brusquement mis à genoux, le front contre le sol. L'autre, un hispanique, n'avait pas compris le geste et me regardait un peu éberlué. Au détour du prochain carrefour, je me suis retourné. L'hindou était encore prosterné devant l'escalier en réparation. J'étais très troublé par la scène. Qu'est-ce qu'il aurait vu, l'hindou? Plus de 40 ans plus tard, je n'ai pas de réponse à son geste. Ouais, est-ce que maintenant tu as une réponse à ce geste? Jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse, sauf que... Il s'est mis à genoux face à toi? Oui, comme dans un rituel religieux. Et j'avais le cœur qui battait la chamade et je ne comprenais pas. Mais tu n'as pas réagi, tu ne lui as pas parlé? Non, je n'ai pas posé de questions. Tu ne lui as pas dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'autre là qui était à côté, qui était un hispanique, il me regardait, il regardait la scène un tout petit peu éberlué et étonné aussi. Et arrivé au prochain carrefour, je me suis retourné, j'ai vu qu'il était encore... Prosterné. Prosterné par terre. Bon, peut-être qu'il y a peut-être chez quelques personnes des entités ou des forces qui sont là, des forces de protection. Parce que je me rappelle en 1996, quand il y avait beaucoup de zinglindos en Haïti qui faisaient leur bonheur en attaquant les gens, j'étais sorti d'une banque et j'ai été attaqué par un petit bonhomme qui avait peut-être 21, 23 ans. Et j'ai vu son revolver pointer sur ma poitrine pour me dire, voilà, c'est fini pour toi. Je ne pouvais pas me contrôler, les jambes flageolantes, et je voyais la mort devant moi. Et pendant un certain temps, j'ai vu qu'il hésitait un peu. Il me regardait du côté de mes épaules. Et j'ai entendu vraiment, là je te confie quelque chose que je n'ai jamais... Je crois que j'ai parlé de ça dans le texte. Et j'ai entendu une voix au niveau de mes épaules, comme dans un haut-parleur, me dire « Sois fait avec les gars là !» Et puis, monsieur courit l'allée. Il était allé se cacher derrière une voiture et calciner dans la zone, peut-être par une manifestation qui était dans la zone, non? Et moi, je peux les garder en l'air. Là, je n'ai pas compris. Je pensais qu'il s'agissait de personnes, de passants dans la zone. Mais peut-être que tu es un grand mystique sans le savoir. Tu as des énergies en toi. Et comme tu le disais, là, des forces de protection, des forces d'intimidation. Vous êtes peut-être né avec. Vous êtes peut-être né avec, suivant un ensemble de choses cosmogoniques ou cosmiques, et suivant le temps de votre naissance et peut-être aussi les choses faites par votre famille. Ça peut exister. Carrément. Mais par rapport au délabrement général d'Haïti, le récit du disparu pose une question fondamentale. Tu dis, mais qu'est-ce qui est Franck arrivé au pays? Moi, je te pose la question, quand je regarde Haïti, quand je regarde notre PIB, notre niveau de développement, quand je regarde la misère dans laquelle nous sommes embourbés, j'ai envie de te retourner la question, Pierre Clitande. Qu'est-ce qui est Franck arrivé au pays? Bon, je crois qu'il y a l'histoire de notre pays qui n'a jamais été bien perçue par les Occidentaux. C'est pour la première fois, depuis que le monde a été créé, entre guillemets, et c'est pour la première fois que des nègres se sont révoltés et ont chassé
du territoire d'Haïti, les colonisateurs blancs. C'est quand même l'armée la plus puissante en Europe que des Haïtiens ont battu à l'époque. À l'époque, c'est vrai. Maintenant, les Chinois, la Russie, la Corée du Nord. Mais à cette époque-là, nous avions battu la plus grande armée du monde. Avec des bouts de bâton. Il y avait sûrement autre chose. Oui. Bon, d'autres armes que nous ne contrôlons pas. Mais tu crois qu'on a tué les Blancs avec des coups de poudre? Tu as parlé dans ce roman des coups de poudre. Oui, mais je crois qu'il y avait ça. Il y avait des poisons qu'on avait jetés dans l'eau, il y avait des sources empoisonnées. Mais il y avait d'autres choses aussi. On ne sait pas peut-être avec la cérémonie du bois caïman. Ce qui s'est passé. Mais en parlant de coups de poudre, en parlant de poison, et il y a aussi en Haïti le fameux principe du coup de lampe. Oui. Je lis rapidement la scène. Donc, le coup de lampe, il consiste à allumer une flamme éternelle au nom d'une personne qui aurait fait du mal à une autre. Souvent, cela se réalise dans la distance. Dire qu'en Haïti, on ne connaît ni la physique quantique, ni la théorie de la relativité, ni le plissement du temps et de l'espace, ni le trou noir. Le nom seulement de la personne ou un morceau de vêtement de la fautive peut suffire. Une justice expéditive, dirait-on. Mais depuis la nuit des temps, nos nègres font ça dans les mornes. Un coup de lampe. Oui, c'est vrai. Ça vous dit, on allume une lampe derrière un monde, une bougie. Oui, ça arrive. D'après ce que j'ai comme non, mais tu information. Y crois, Pierre Cliton? Tu crois personnellement non, dans l'existence des coups de lampe? J'ai des doutes. Mais je pense qu'il y a des énergies dans ce que nous utilisons. Il y a des énergies dans les vêtements que nous utilisons, dans les choses que nous utilisons régulièrement, et cela peut être utilisé à des fins magiques. Ça me paraît tellement faux. Comment avec une lampe, on pourrait tuer quelqu'un? Tu prends la lampe, tu dis le nom de la personne et tu peux la battre à distance. Mais ce n'est pas seulement. Il n'y a pas seulement. C'est une création de l'imaginaire collectif haïtien. Oui, c'est peut-être ça, mais il y a des choses que l'on ne doit pas voir avec une perception cartésienne. Parce que le cartésianisme nous a permis de comprendre que le monde doit être perçu en fonction de ce que nous voyons avec nos yeux, doit être quantifié. Mais petit à petit, on commence par voir le monde. Roger Garaudy en a parlé de ça, d'autres sociologues aussi. On nous parlait du monde qui doit être vu dans un sens holistique aussi, en même temps de ne pas laisser les acquis qui ont été accumulés sur le plan scientifique, mais il faut aussi regarder le monde sur le plan spirituel. Carrément. J'ai reçu souvent de vraies frappes qui m'ont fait reculer. Certains pouvaient me croire indifférent, aphasique, dormeur et paresseux. C'est la face visible. En dessous, je bouillonne d'un courage à en revendre. Au fait, je refusais de porter des charges pour d'autres. Je me disais, je ne suis pas un transformateur de courant. Ça, j'adore. Quelqu'un qui dit, je ne suis pas un transformateur de courant. Donc, je ne suis pas là pour porter la charge des autres. Oui, c'est ce qui a été fait à Jésus, semble-t-il. Jésus a été... Il était un transformateur de courant. Il était celui qui accumulait beaucoup d'énergie, l'énergie de l'humanité. Et toutes les charges. Et à la fin, il a été crucifié, le Jésus. Il a été brûlé, il a été un poteau brûlé. Mais est-ce que le fait de dire « je ne suis pas un transformateur de courant », tu n'es pas en train de consacrer l'individualisme, Pierre Clitandre? Oui, c'est une question philosophique extrêmement importante. Dire qu'il y a moi et le monde, et ce qui se passe dans le monde ne me concerne pas. Il faut peut-être éviter ce travers en même temps. Oui, mais l'individualisme, je crois que c'est l'un des problèmes que nous avons en Haïti. Le chacun pour soi. Le fait d'être le poteau qui reçoit l'énergie de l'ensemble de la collectivité, ça ne veut pas dire pour autant que vous pouvez l'accepter si vous voulez être un sacrifié. En fait, ce qu'il faut peut-être, Pierre, ce qu'il faut, c'est ménager la quantité de charges qu'on reçoit des autres. Pour partager ça avec d'autres personnes. Et faire le dispatching après. Faire le dispatching, justement. Il faut pouvoir faire le dispatching et ne pas
recevoir trop de charges et cela peut créer des problèmes, des dangers à ce que vous représentez comme élément électrique à l'intérieur à l'intérieur du monde, à l'intérieur de votre collectivité. Parce que tout ce que nous sommes en train de discuter, de discuter là sur la littérature et autre chose, c'est un élément électrique qui est à l'intérieur de nous, qui nous permet de nous communiquer et en même temps de répondre, de C'est vrai dialoguer. que les neurones arrivent à Oui, communiquer grâce à des connexions électriques. Il y a beaucoup de courants. Et on ne sait pas si les Ougans en Haïti détiennent quelques secrets sur le plan électrique. On parle de poudre et autre chose, mais ça peut aussi avoir des connaissances sur le plan de l'électricité. Ouais. Pour faire des coups de lampe, des coups d'air, des coups de poudre, pour faire des communications avec le harensor et la patate. Et même traverser le temps. Et puis le principe des expéditions, Pierre. Tu peux, de Léogane-Étang, faire une expédition contre quelqu'un qui serait à New York. Mais Einstein a découvert ce principe. Si c'est le blanc qui vient avec son principe E égale MC carré, on l'accepte. Mais si c'est un Ougan, un nègre, on dit c'est une affaire magique. Donc tu penses que beaucoup de mystiques haïtiens sont arrivés à plisser le temps et l'espace. À plisser le temps. Dans l'histoire haïtienne, on rapporte que les nègres qui révolutionnaires traversaient le temps et l'espace. Ce qu'on appelle le vol du Bizango. Mais le vol du Bizango est expliqué actuellement sur le plan scientifique. On peut voler à travers le temps. On peut sortir de Jérémie et dans l'espace de quelques secondes être au Cap-Haïtien. Tu sais, récemment, j'ai été à Gros-Monde récemment aux funérailles d'une tante et j'étais en voiture. J'ai trouvé que c'était long pour arriver à Gros-Monde. Du coup, j'ai dit à mon cousin Jimmy, qui était dans la voiture avec moi, comment nos ancêtres ont fait pour faire de Gros-Morne à Gonaïves, de Gonaïves vers l'Arcaïen. Oui. Comment ils ont fait pour circuler, eux? Si déjà en voiture, nous, on est fatigués. Oui, c'est un vol qui se fait pas sur le plan, sur un plan beaucoup plus élaboré. Tu penses que Dessalines était un Bizango? Qu'après la mort avait un côté Bizango, il volait. Il n'était pas simple. Il n'était pas simple en tout cas. Oui, il n'était pas totalement simple. C'est pour cela quand il devrait aller rencontrer Pétion, eh bien, il y avait Grand Guiton, je crois, qui, d'après la petite histoire, qui lui aurait conseillé de ne pas se déplacer. Parce qu'il aurait vu qu'il y aurait quelque chose, un danger, un empoisonnement. C'était comme son oracle. Et une dernière scène dans le récit du disparu, je lui avais montré ma main droite. L'annulaire et l'auriculaire sont tournés vers la paume, le pouce et l'index et le majeur sont pointés vers le haut. C'est le signe du grand diable. Peux-tu faire le signe du grand diable, Pierre Clitande? Oui, bien c'est ce signe-là. C'est le signe du grand diable. Oui, c'est ce signe. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce signe? On peut convoquer des esprits, des démons, des diables? Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire des décodages au niveau de quelques icônes, au niveau de la peinture, en tout cas. C'est un signe que j'ai trouvé dans un tableau de Caravaggio. Le grand Caravage, le maître du clair-obscur. C'est l'un des peintres que je préfère. Oui, je sais. Donc, c'est un tableau que j'ai à la maison. Mais chaque fois que je regarde le tableau, je découvre quelque chose. Mais je ne le découvre pas, je ne découvre pas cette chose de façon personnelle. Je demande aux personnes qui s'y connaissent un peu dans la franc-maçonnerie, dans d'autres sectes secrètes. On me dit, voilà tel signe, voilà ce que cela peut. Donc ce signe-là, dans le tableau de Caravaggio, c'est le signe du grand diable. C'est pas le grand diable, dans le sens traditionnel du terme. C'est dans le sens des énergies qui nous habitent. Des énergies les plus puissantes. Voilà, carrément. Le récit du disparu, c'est toi, édition. Mais vraiment, j'ai pris beaucoup plaisir à lire ce livre. Et vous également, vous qui regardez cette émission, vous allez prendre beaucoup de plaisir à le lire. Pierre Clitande va vous balloter à droite et à gauche dans le bonheur. Il vous apprendra beaucoup de choses sur vous, sur les énergies qui sont en vous, sur Haïti, sur la possibilité de plier l'espace et le temps, sur l'histoire d'Haïti, sur les tontons macoutes, sur les voyages cosmiques. Tout y est. Le récit du disparu. Merci Pierre Clitande, j'espère te revoir bientôt. Mais oui, sauf que je n'aurais pas aimé qu'on réduise le livre à des questions mystiques. C'est simplement un récit qu'on lit rapidement. Le style est très léger.
C'est vrai qu'il se laisse lire ce roman. Il déroute un tout petit peu. Il déroute de temps en temps dans la construction, les parties en italique que tu as au début de chaque chapitre. Mais ça reste un roman à couper le souffle. Et un roman que je recommande vivement, Pierre Clitandre, aux amis de l'émission Délivrez-vous. On se revoit bientôt, Pierre. Mais c'est ça. Je partage l'émission avec vous et je pense que nous avons fait une très bonne promenade à travers le père, hein, puisque nous avons en Haïti, je pense, et je le redis, nous avons en Haïti un problème de quête du père. La figure du père. La figure du père, et il nous faut retrouver la figure du père en Haïti. Le récit du disparu, C'est toi, édition, un livre à lire. Le temps de votre dernière respiration et place maintenant à la rubrique Temps Science. Après cette excellente traversée de l'œuvre de Pierre Clitandre, le récit du disparu paru chez C'est toi, édition, nous sommes maintenant dans la rubrique Temps Science et nous allons parler d'un savant, d'un scientifique de génie qui nous a laissé avant-hier, Stephen Hawking. Pour en parler, un amateur d'astronomie, un amoureux de la science, Gaël Jean-Baptiste, qui est sur mon plateau, un visage que vous commencez à connaître maintenant. Gaël, ça va? Tu pètes la forme? Je pète la forme d'Angelo. Merci de m'inviter de parler de Stephen Hawking. Et puis là, tu as fait quelque chose dans tes cheveux? Ah oui, récemment c'était mon anniversaire et une amie m'a emmené quelque part pour faire ce que tu vois sur ma tête. Ah ben, toi, tu as de bonnes amies, hein, définitivement. Certainement. Stephen Hawking, voici donc un savant qui nous a laissé. Gaël, je regarde l'émission, j'ai 19 ans, je ne connais rien de ce monsieur Stephen Hawking. Qui est-il? Pourquoi on en parle dans une émission de télé en Haïti? Voilà, Stephen Hawking, il est considéré, selon plus d'un, comme étant le meilleur scientifique depuis Einstein. Mais il a toujours réfuté ça, il n'a jamais voulu être considéré comme tel. Stephen Hawking est né en 1942, genre 3 ans avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il est né à Oxford et son père était biologiste, sa mère était militante politique. Il a eu dans sa vie 2 jeunes sœurs et un petit frère adoptif. Il a fait des études à Oxford et à Cambridge. Ah, déjà de bonnes études. Hein? De très bonnes études. Il a voulu se passionner pour l'astronomie observationnelle, une science, une discipline qui commençait à cette époque à faire ses entrées dans la science. Mais tout de suite, il s'est rendu compte que la théorie, la physique théorique, la cosmologie, ce sont les choses-là. Ce sont ces choses-là qui l'intéressaient. Alors, il voulait au début faire des études en mathématiques, je crois. Justement, et puis, il n'avait pas la discipline mathématique, il a fait la physique. Il a fait la physique, il a fait les mathématiques, mais il a surtout fait la physique parce qu'il voulait être par-dessus tout un physicien théoricien pour pouvoir proposer de nouvelles théories de la gravitation quantique, pour pouvoir mieux essayer de comprendre ce qui se passe dans la relativité générale d'Albert Einstein, ce qui va le conduire à réaliser pas mal de choses dans son domaine. Et l'anecdote que j'ai adorée, Gaël, on raconte lorsqu'il présente son mémoire de sortie, lorsqu'il passe son examen à l'oral, les examinateurs se sont tout de suite rendus compte que ce monsieur qui parlait là était plus brillant qu'eux. Certainement. Et on a même reproduit cette scène dans le film qui est consacré, dans la biopic qui lui est consacrée, qui est paru en 2015, Une brève histoire du temps, d'après les mémoires de sa femme d'époque, Jane Wilde, qu'il a épousée. Et on a même traduit la scène où on voit un jeune Stephen Hawking interprété par un acteur qui a été oscarisé pour le film, en la personne d'Eddie Redmayne, dire aux personnes qui sont en train de l'examiner que messieurs, il faut faire attention. Je suis Stephen Hawking, il faut vraiment faire attention. Même si je n'arrive pas à écrire correctement parce qu'il était vraiment déjà malade avec sa maladie, la SLA, sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie neurodégénérative, lente dans un premier temps. Et qui le paralysait au fur et à mesure. Justement. Il était célèbre pour ça aussi, sur sa chaise roulante, là, un peu comme ça. Il était tellement célèbre que c'est l'un ou probablement le seul scientifique, après Einstein, bien entendu, à avoir participé un maximum de produits filmiques, séries, cartoons, livres de science-fiction, tout ça. Il a vraiment été un mec vraiment célèbre. Alors, Stephen Hawking est important parce qu'il a travaillé sur la relativité générale. On va faire la chose de la manière la plus pédagogique qui soit. J'ai 22 ans, j'habite à Delma 33. La relativité générale, Gaël Jean-Baptiste, qu'est-ce que c'est? La relativité générale, c'est une théorie conceptuelle d'Albert Einstein qui a été postulée quelques années après sa relativité
restreinte. La relativité restreinte a mis en phase quelque chose qu'on appelle la fameuse équation E égale mc2. Avec la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation universelle. Quand je dis la gravitation universelle, c'est une théorie qui a englobé la théorie de la gravitation de Newton, mais qui avait quand même des failles. Einstein, lui, il est venu, il a proposé quelque chose de nouveau en disant que les forces ne s'attirent, les objets célestes, les objets massifs ne s'attirent pas entre eux parce qu'il y a une sorte de force, mais de préférence parce que ces objets-là sont tellement massifs qu'ils courbent l'espace-temps. En peu de mots, c'est ça la relativité générale. Voilà. Bien entendu, si on devait détailler, il faudrait entrer dans des équations, etc. etc. On va peut-être s'en tenir là. Voilà. Comme ça, déjà, on voit pourquoi Stephen Hawking est important. Il a aussi travaillé sur la gravité quantique. Oui, la gravité quantique, qu'est-ce que c'est? Il a travaillé sur la gravitation quantique parce que, toujours dans le cadre de la relativité générale, cette théorie d'Albert Einstein, il y a pas mal de choses qui ont été proposées et aussi des choses avec lesquelles Einstein n'était pas toujours d'accord. Par exemple, le phénomène des trous noirs. Okay? Oui, les trous noirs, il a beaucoup travaillé dessus, Stephen Hawking. Justement, il a tellement travaillé dessus qu'il était arrivé, lui et un de ses collègues, Roger Penrose, à proposer de nouvelles théories et des découvertes ont été faites. Par exemple, ils ont proposé que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. Et quelques années plus tard, on a découvert qu'effectivement, les trous noirs ne sont pas totalement noirs puisqu'ils dégagent de l'énergie, quelque chose qu'on appelle le rayonnement Hawking. Ils ont même, ils ont appelé ça le rayonnement Hawking. Et ensuite, il a travaillé sur la physique théorique. Oui, la physique théorique, pour parler de la physique théorique, il a travaillé là-dessus et ils ont découvert qu'on pourrait considérer l'univers, on pourrait voir l'univers comme étant un film, mais un film qu'on repasse à l'envers. Si on repasse le film de l'univers à l'envers, on pourrait remonter dans le temps. Carrément. Et en remontant dans le temps, qu'est-ce qui va arriver? On va se heurter face à quelque chose qu'on appelle une singularité. Et les singularités dans l'univers, il y en a beaucoup. D'ailleurs, Einstein les a postulées dans ses théories. Et Hawking et son ami Penrose ont utilisé cette théorie-là, ont utilisé cette approche-là pour montrer qu'il se pourrait bien que l'univers soit auto-créé par lui-même. Et ce qui l'a mis tout de suite en conflit avec l'Église catholique. J'imagine que l'Église catholique ne va pas aimer. Et son livre le plus célèbre, je sais que tu l'as, Une brève histoire du temps. Dis-nous rapidement 2 petits mots sur ce livre, Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Et il faut dire surtout que Stephen est surtout connu pour être l'un des plus brillants vulgarisateur de cosmologie, de contenu cosmologique si tu veux. Par exemple, avec Une brève histoire du temps, il a cassé un mythe. Le mythe comme quoi un scientifique ne peut pas parler à un kidam, ne peut pas parler à un non-expert. De nos jours, un individu lambda. De nos jours, quand tu dis Une brève histoire du temps, à n'importe quelle personne qui, de loin ou de près, s'intéresserait à la science, te dirait nécessairement Stephen Hawking. Parce que c'est l'un des livres de science les plus vendus au monde, pendant plus que 200 semaines. 237 semaines, 237 semaines, le livre était dans les grands records de vente. Mondial, des magazines assez prestigieux, des journaux ont fait des articles pendant des années, ce qui l'a amené à écrire d'autres livres qui, d'une certaine façon, ont eu autant de succès, mais avec Une brève histoire du temps, il a vraiment cassé le mythe. On ne peut pas parler de cosmologie à tout le monde. Voilà. Donc Stephen Hawking, c'est un savant qui est parti, Gaël. Le monde a perdu un génie. C'est un savant qui est parti, certes, mais c'était surtout quelqu'un d'humain qui est parti. Et je dis ça pour dire quelque chose. Par exemple, Stephen Hawking a fondé avec un milliardaire russe qui s'appelle Yuri, j'oublie le reste de son nom. Ils ont fondé un projet qui s'appelle le Breakout Stars Project. C'est un projet qui est initialement là pour écouter les ondes extragalactiques de l'univers à la recherche d'autres formes d'intelligence. D'autres formes de vie, des vies extraterrestres. Et petite anecdote, en ayant pris part à ce projet, Stephen est allé sur la BBC aux États-Unis où il est à dire qu'il faut tout de même faire attention aux intelligences artificielles. Il faut tout de même faire attention à ce que nous pourrions envoyer dans l'espace comme émission radiophonique. Voilà, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Il était prudent, en effet, sur le principe de l'intelligence artificielle. Certainement. Et il a dit qu'il faut être prudent là-dessus parce qu'on ne sait jamais. Il se pourrait bien que si les extraterrestres existent et qu'ils débarquent vraiment, il se pourrait que ce soit nous qui jouons aux Indiens et eux au Christophe Colomb. Ah ouais, tout carrément. Ouais. Stephen Hawking nous a laissé. Merci Gaël de nous avoir campé rapidement le profil de cet homme, de ce savant, de ce génie.
Mesdames et messieurs, continuez à charbonner votre intelligence. On n'a jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il avait lu, parce qu'il était brillant, parce qu'il était animé d'une intellection fulgurante. Continuez donc sur cette voie. Lisez, n'arrêtez jamais de lire. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous. Gardons bonheur.